Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa, Télé Sud. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée, parfois bousculée en toute liberté par les chroniqueurs et chroniqueuses invités pour nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, le plateau est composé de Geneviève Gotzinger que nous avons le plaisir de retrouver. Geneviève, bonjour. Bonjour, je viens avec plaisir quand vous m'invitez. Bien, le plaisir est partagé, bien entendu. Je viens avec Gotzinger, présidente de l'agence Image, ancienne directrice générale de RFI et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Nous sommes également accompagnés de Ben Yayassi. Ben, bonjour. Bonjour Francis. Ben Yayassi, analyste politique. Alfred Changolokoro, bonjour Alfred. Bonjour Francis. Maître de conférence à la Sorbonne et un invité spécial dans cette édition, c'est Youdé Adama Diomandé. Bonjour. Bonjour. Monsieur Diomandé, vous êtes membre du bureau politique et délégué général du PDCI-RDA, Paris-Yvelines, PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti historique s'il en est. Et avec vous, nous parlerons bien entendu de la Côte d'Ivoire, entre autres, dans cette édition de Panel Hebdo. Au sommaire justement de cette édition, la Côte d'Ivoire, à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Beaucoup d'interrogations et encore peu de réponses sur la configuration de cette compétition. Dans Panel Hebdo, nous porterons régulièrement notre regard sur cette échéance majeure dans cette édition. Coup de projecteur sur le climat préélectoral au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avec notre invité spécial. Autre sujet dans cette édition, les très fâcheuses turbulences entre l'Algérie et les pays de l'AES, la configuration des États du Sahel. Faut-il s'inquiéter de la montée des tensions et des hostilités entre ces deux parties? Réponse dans cette émission. Enfin, le Sénégal, un an après l'arrivée au pouvoir du PASTEF. Et cette question qui domine l'actualité, les règlements de compte et les actes de revanche contre l'ancien pouvoir sont-ils devenus la priorité de l'actuel exécutif? Nous en parlerons également dans cette édition de Panel Hebdo. Voilà donc pour le sommaire. On commence donc avec la Côte d'Ivoire, avec vous, Monsieur Diomandé. Alors, grande manœuvre préélectorale en Côte d'Ivoire. Je le disais tout à l'heure, au début de l'émission, beaucoup d'interrogations et encore peu de réponses. Alors, on va tenter de décrypter avec vous le climat au sein du PDCI-RDA. Avec vous, donc, on va essayer de comprendre quelles sont vos stratégies internes et peut-être que vous allez nous apporter des réponses aux interrogations multiples et nombreuses des Ivoiriens actuellement sur l'ambiance dans votre parti, le PDCI. Alors, votre parti qui devrait désigner son candidat le 16 avril prochain. Suspense donc, hein. Suspense ou pas d'ailleurs? Suspense parce qu'on attend la liste des candidats. On attend que cette liste... parce qu'il y a plusieurs candidats donc à la candidature. Alors, pour la convention, c'est une convention ouverte. Et tous les militants qui remplissent les conditions peuvent postuler. Ils peuvent être des candidats à la candidature. Et donc, c'est ouvert. On attend donc le dernier jour du dépôt des candidatures pour voir si effectivement il y en a 10, il y en a 2 ou un seul, ou je ne sais pas combien. Oui. Mais dans tous les cas de figure, moi je suis sur ce plateau, je suis très confiant. Nous sommes à quelques jours seulement du 16 avril. Absolument. Et on en a, c'est juste qu'aujourd'hui on a le 10. Le 10, voilà. Et donc le 16 avril, c'est dans quelques jours. Mais qui sont les candidats qui sont en lice actuellement au sein du parti pour la candidature à la présidentielle? Moi, ce que je sais, mon candidat, il s'appelle Tidjane Thiam. C'est votre candidat à vous? Moi, c'est mon... Non, mais d'accord, mais on va revenir sur Tidjane Thiam. Voilà. Ça, c'est mon candidat. Particulièrement, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats à la candidature? Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Il y a des adversaires, des rivaux de Tidjane Thiam? Il devrait en avoir en principe, puisque nous sommes un parti démocratique. Mais qui c'est qui va avoir le courage et la possibilité de venir affronter le candidat qui a été choisi le 22 décembre 2023 comme étant le président du PDCI-RDA. Alors, c'est ça aussi. Est-ce que c'est le courage qui va manquer ou bien c'est l'entente qui fera qu'on dira écoute, monsieur le président, on ne va pas vous embêter longtemps parce qu'on sait que ce sera peine perdue si on va contre vous. Et voilà. Donc, je ne peux pas vous dire que... Voilà, c'est le suspense dont on parle, justement, c'est de ça.
de savoir quels sont ceux qui seront candidats. Alors votre propos est très politicien parce que jusqu'à présent, il nous semblait que Tidjane Thiam, qui est le patron élu du PDCI, était le candidat naturel du parti, quoi. Pourquoi, il y a quelques jours de la désignation, on s'attendait plutôt à une investiture, simplement, à une confirmation de sa candidature. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui rend aujourd'hui cette candidature problématique? Non, elle n'est pas problématique. C'est la question que vous avez posée, de savoir le nombre des candidats. D'accord. Est-ce que j'ai une idée des candidats? Oui. Je vous dis, je sais que mon candidat sera candidat. Les autres, je ne sais pas. Les autres, d'accord. Voilà, les autres personnes, les autres militants. Non, mais pour Tidjane Thiam, ça sera juste une formalité ou pas pour qu'il soit désigné? Vous savez, c'est parce que vous ne connaissez pas Tidjane Thiam. Hein? Vous ne connaissez pas le président du PDC-RDA. C'est pour cela. Sinon, je pense que... C'est vrai que je ne le connais pas, mais pourquoi sa candidature est devenue hypothétique? Non, hypothétique parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. Non, ce n'est pas une question de bruit. C'est-à-dire comment est-il passé de candidat naturel à candidat hypothétique? Non, ce n'est pas hypothétique. Candidat naturel parce que le président du PDC-RDA est toujours considéré comme le candidat naturel du parti. D'accord. Ce qui n'empêche pas qu'on aille à la convention pour le désigner. Est-ce qu'à la convention, même candidat unique, on va toujours à la convention? On vote. C'est ce que je vous dis, on vote tout le temps. Alors si il est candidat unique, c'est tant mieux. C'est ce que j'avais d'ailleurs demandé en janvier 2024, quand je suis revenu de Yamoussoukro. J'avais dit que Tidjane Thiam, il devait être le candidat unique. On m'a dit, candidat unique, on verra bien. Mais n'empêche que la porte est ouverte à toutes les candidatures. Alors parlons de votre candidat, donc Tidjane Thiam. Parlons de cette polémique autour de sa nationalité. Il faut rappeler aux auditeurs que Tidjane Thiam a dû renoncer récemment à sa nationalité française pour se conformer à la loi ivoirienne. Où en est-on actuellement de cette affaire, de cette affaire de nationalité? Avant de parler de la nationalité, j'ai oublié de dire joyeux anniversaire au PDCI-RDA, qui est le parti qui a 79 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci, voilà, ça c'était la première des choses. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et bon anniversaire à tous les militants et au président du PDCI-RDA et à tous les membres de la haute direction du parti. Alors, il est candidat, mais vous savez que dans ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, au PDCI-RDA, dans le statut, il est dit que pour être candidat, il faut être ivoirien. M. Thiam est ivoirien. Oui. Ce qui diffère de la candidature à la présidence de la République, où on dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. C'est ça. Donc, depuis le premier jour, Tidjane Thiam est ivoirien et il remplit toutes les conditions pour postuler à la candidature à la présidence de la République. D'accord. Donc, quand vous dites il est passé d'un stade à un autre, non, c'est parce qu'il y a des procès qui sont intentés, il y a des choses qui sont dites et qui font qu'on a l'impression qu'il y a un doute sur sa candidature. Il n'y a pas de doute alors? Ah non, moi, je n'ai pas de doute sur sa candidature. J'allais quand même vous parler de 150 recours actuellement auprès de la commission électorale pour contester justement la nationalité, cette fois ivoirienne, de Tidjane Thiam. Et les requérants s'appuient sur une disposition de loi selon laquelle tout citoyen ivoirien ayant volontairement acquis une nationalité étrangère sans autorisation préalable perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Or, Tidjane Thiam, qui a renoncé à sa nationalité française en mars 2025, n'avait pas encore retrouvé la nationalité ivoirienne lorsqu'il s'était inscrit sur la liste électorale en 2022. Alors, cette affaire donc de nationalité devient un coup dans la chaussure du PDCI, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'article concernant la nationalité chez nous, l'article 48 que vous citez, et il y a quand même un alinéa qui vient juste après, je n'ai pas le texte, qui dit que après, pendant 15 ans, la personne qui demande une autre nationalité demeure toujours ivoirienne. D'accord. Maintenant, dans les 15 années, je veux dire, l'État ivoirien est dans l'obligation, si on veut lui dénier la nationalité ivoirienne, de lui envoyer, je pense, une décision qui fait de lui un non-ivoirien. Il faut voir la subtilité des textes. Oui. Les gens se contentent de s'arrêter, ils disent « Ouais, mais il a double nationalité, il n'a pas fait ci. » Non, il est dit, est-ce qu'il a fait 15 ans depuis 1980, combien où il a demandé la nationalité française. 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 2002 ou 2003, il n'a pas eu de mots, il n'a rien eu de nos dirigeants, de nos autorités et administratives et
et judiciaire pour dire, M. Tidjane Thiam, on accepte votre nationalité française et par la même occasion, on dit donc qu'on ne vous reconnaît plus comme Ivoirien. Alors pour se conformer à la loi, est-ce que vous ne pensez pas que Tidjane Thiam a quand même fait preuve de négligence quelque peu, pour ne dire que ça? Non, je pense que Tidjane Thiam, vous savez, quand ça a commencé, il a quand même un parcours par rapport à sa candidature. Quand il s'est inscrit sur la liste électorale en 2022, il savait parfaitement qu'il était en infraction, puisqu'il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Non, mais je vous ai dit tantôt que tant qu'il n'avait pas reçu pendant les 15 ans, il n'avait pas reçu de mots ni de décision disant que lui, il n'était plus ivoirien, Tidjane Thiam demeurait toujours ivoirien. Et voilà, c'est ce qu'il faut. C'est cet aspect-là que je voudrais que vous compreniez. Ceci étant, on le sent très fébrile. On le sent plutôt fébrile depuis quelque temps. On a entendu dernièrement des propos qu'il a tenus en désignant le camp du pouvoir, en accusant le camp du pouvoir d'avoir, malmené la Constitution en quelque sorte, et que ce qu'on lui reprochait finalement pour sa nationalité était assez véniel par rapport à tous ceux qui, disait-il, avaient piétiné la Constitution. Alors, vous savez, Tidjane Thiam, il est droit dans ses bottes parce que le jour où il est allé déposer sa candidature, il a dit que lui, il n'avait aucun problème de nationalité ivoirienne. Aucun. Il a dit? Oui. Et que la nationalité française, il pouvait toujours renoncer à cette nationalité française. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas en train, c'est déjà fait. En mars, donc actuellement, maintenant où nous sommes, mars 2025, le mois dernier, il est exclusivement ivoirien. Oui, ce qui est contesté d'ailleurs par les recours qui sont portés devant la commission électorale. Maintenant, on verra bien. Moi, je veux bien faire confiance à la justice ivoirienne. D'accord. Parce que la justice ivoirienne ou les justices aux ordres ne doivent plus avoir pion sur rue dans nos pays africains. La Côte d'Ivoire est un pays suffisamment sérieux pour que les juges, la justice puissent faire le travail comme il faut que ce soit fait. Et non suivre les desiderata du pouvoir en place. Si les gens veulent appliquer les textes, on verra bien le 10, on verra bien le 24 aussi, le 11 pardon, et le 24 aussi, on verra bien qu'est-ce qui va motiver les différentes décisions qui vont être prises. Si ce n'est pas pour débouter la personne qui a fait les recours. Parce que ce que moi je suis en train de penser, et c'est ce que je dis, c'est qu'on a toujours l'impression concernant le candidat du PDCI-RDA qu'il y a des mains obscures qui ourdissent dans le noir des actions. C'est ce que vous pensez, vous? Oui, c'est ce que je pense. Vous pensez qu'il y a des mains obscures qui disent des choses pour tenter de nuire au PDCI-RDA, de déstabiliser le PDCI-RDA, et pour nuire au président du PDCI-RDA. À la limite, vous pensez que votre candidat serait victime de complots obscurs? Les mains obscures continuent aussi peut-être d'attenter à sa vie. Il a dit ça sur une chaîne concurrente. D'attenter à sa vie? Ah oui, il a dit sur une chaîne concurrente, si vous voulez, je peux la citer, France 24, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 semaines. Il a dit que, mais c'est pas ça le sujet. Lui, c'est c'est un sujet important quand même, parce que lui dit... Si vous accusez des mains invisibles et que vous dénoncez des complots obscurs, excusez-moi, mais c'est quand même important. Il y a même des officines qui sont là pour faire en sorte que la candidature de Tidjane Thiam soit invalidée ou bien qu'il soit déchu de la présidente. Parce que cette candidature dérange à ce point? Monsieur Lalupo, je voudrais vous dire... Je pose la question, mais... Dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, Tidjane Thiam sera candidat. Il sera le candidat du PDCI-RDA. Fut-il à la tête du PDCI, j'arrive. Parce que c'est très important pour nous. Vous le dites aujourd'hui, donc il sera candidat. Moi, je vous dis, non, mais il va déposer sa candidature. Qu'il soit président du PDCI-RDA, qu'il soit déchu du PDCI-RDA, de la présidente du PDCI-RDA, par les mains obscures et une justice aux ordres, ou bien qu'il soit... Des mains obscures, y compris au sein du PDCI. Y compris au sein du PDCI. Mais vous savez, les mains obscures, il y en a partout. C'est pour ça que c'est obscur, justement. On peut les trouver partout. Non, mais ça dépend. Alors, donc, quel que soit ce qui va se passer, Tidjane Thiam sera le candidat. Et il sera soutenu par le PDCI-RDA. Alors ça ne sert à rien que les gens se fatiguent à vouloir le déchoir de la présidente du PDCI. Ça ne résoudra aucun problème. Au contraire, ça va le conforter. Dernière question, on va faire ensuite un tour de table. D'accord, merci. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, très honnêtement, que le PDCI est aujourd'hui en ordre de bataille pour aller à la reconquête du pouvoir d'État comme le souhaitait Henri Konan Bédié, le défunt Henri Konan Bédié, l'ancien patron du PDCI?
Ben, je pense que vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de tumultes autour du PDCI-RDA. Il y a beaucoup de tumultes au sein même du PDCI-RDA où certaines personnes pensent qu'elles sont en capacité de faire chuter un candidat qui a été élu à 96,40%. Il y a des personnes aussi qui débauchent des gens et qui font tout un tapage médiatique à l'hôtel Ivoire, et dans les grands centres, dans les grands hôtels, avec des gros moyens pour montrer qu'un individu, fût-ce inspecteur du PDCI-RDA, est parti au RADP. Alors qu'il est parti, mais il est parti tout seul. Il parlait personne. On a vu les autres qui étaient au PDCI-RDA à l'époque, en 2018, au bureau politique, j'y étais. Ils ont dit, nous on s'en va, vous ne voulez pas rester au RADP, eh bien, vous allez rester tout seul, nous on va prendre tout le monde. Ils sont partis, ils ont créé tout ce que vous pouvez créer, mais il y a combien de personnes qui les ont suivis? Le PDCI, c'est un parti résilient. Le PDCI, on dit c'est un esprit. Pourquoi on dit c'est un esprit? Parce que le PDCI-RDA, vous avez beau faire, le PDCI-RDA va tenir. Et nous, qui sommes ici, délégués généraux, membres du bureau politique, ou même le militant de base, il sait que le PDCI-RDA, qui a été le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, va encore continuer la lutte. Et que ce qui se passe là, pour nous, c'est de la diversion. La diversion. La réalité, c'est que le pouvoir en place a peur de Tidjane Thiam, dont le pouvoir en place veut tout mettre en place pour donner l'impression que Tidjane Thiam il n'est pas celui qu'il faut au PDCI-RDA. Nous, on n'a pas de plan B. Notre plan A, c'est Tidjane Thiam. Notre plan B, c'est Tidjane Thiam. Le plan C, c'est Tidjane Thiam. Mais à vous écouter, en tout cas, la reconquête du pouvoir va être un peu compliquée. Non, au contraire, c'est simple. Nous, on est parce que les complots invisibles sont aussi bien à l'intérieur du PDCI qu'à l'extérieur. Non, mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec Tidjane Thiam, parce que qui estiment que, à tort, je pense, ou peut-être bien sûr, qui estime que sa venue à la présidence du PDCI-RDA a été émaillée de beaucoup d'incorrections dans les choses. Mais moi, je ne partage pas cet avis-là. Maintenant que j'ai compris, j'ai pensé à un moment donné à un certain nombre de choses. Mais chemin faisant, 1 an et demi presque plus tard, je me rends compte que c'est lui qu'il faut au PDCI, le candidat qu'il faut, et qui peut ébranler le RADP, c'est Tidjane Thiam. Et je vais plus loin en disant que les partis d'opposition significative, les partis de l'opposition significative en Côte d'Ivoire se sont réunis dans une coalition pour l'Alliance Pacifique, pour l'alternance pacifique. Et ces partis ont décidé de porter Tidjane Thiam comme président de ce parti. Mais chacun ira évidemment aux élections. Oui, c'est une coalition qui ne représente qu'une partie de l'opposition. C'est ce que j'ai dit significative. Oui, d'accord. Ah bon, parce que les autres le sont moins significatifs. Oui, il y a des oppositions où il y a un député, peut-être même pas un... Alors, on va faire tout le temps. Je ne méprise aucun parti politique. Je vais juste dire que les partis politiques ivoiriens... Non. Je vais juste dire que les partis politiques ivoiriens se sont mis ensemble, ont formé une coalition. Et cette coalition-là, elle est de nature à aider à arriver au pouvoir l'un des partis qui composent cette coalition. On continuera à suivre cette actualité, en tout cas du PDCI. Commentaire général, Geneviève, vous qui connaissez bien la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Oui, c'est mon pays de cœur. Absolument. Le mien. Moi, je pense que le pouvoir a peur, mais pas de Tidjane Thiam. Je pense que le pouvoir a peur de l'alternance d'une manière générale et que le climat politique qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire est particulièrement nauséeux et inquiétant. Ça, c'est une réalité. Je vais vous corriger sur Tidjane Thiam porté à la tête de ce parti. Ce n'est pas un parti, c'est une coalition pour exiger la transparence de l'élection. Voilà, oui, mais ça ne fait pas de lui le président d'un parti. Si, vous avez dit à la tête de ce parti. Non, peut-être que ça a été... Ça ne fait pas de lui un candidat unique potentiel. J'ai même dit que chacun pouvait aller, et tous ces partis qui composent vont candidater, et puis après, on s'arrange pour que celui qui est devant soit suivi par les autres. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il était le candidat unique. Non, il n'en avait même pas. Pour l'instant, il n'est même pas candidat du tout. Pour l'instant, il n'est pas candidat. Voilà. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez parlé de Tidjane Thiam, et c'est normal, vous êtes son représentant ici. Ce n'est pas uniquement le problème de la candidature ou de la non-candidature de Tidjane Thiam. Ça serait bien qu'il puisse être candidat, en tout cas que rien de
de malhonnête ne l'entrave dans sa candidature s'il souhaite l'être, c'est évident. Le problème, c'est cette peur panique de l'alternance qui fait qu'aujourd'hui, on ne se dirige pas vers des élections transparentes, vers des élections qui permettent l'alternance. Pascal Afine-Guesson... Vous faites un procès d'intention, là, pour... Non, il y a eu un travail extrêmement sérieux qui a été fait par le Front populaire ivoirien, notamment par Apollos Danté, qui est à Londres, qui est un actuaire, qui est un vice-président du parti, qui a quand même décelé qu'il y avait 6,2 millions d'inscrits sur les 8,7 millions de la liste électorale qui sont inscrits, qui ne remplissent pas aux conditions normales d'inscription sur la liste électorale. Ce que Pascal Afine-Guesson a dit tout à l'heure avant de quitter Abidjan, enfin hier avant de quitter Abidjan, c'est que... Précisons que nous enregistrons cette émission le jeudi de cette semaine. Oui, absolument. C'est que... Pascal Afine-Guesson qui a eu quelques ennuis d'ailleurs à son arrivée à Paris. Absolument. Je finis sur ce qu'il a dit, on parle de ses ennuis à son arrivée à Paris, que ce n'était pas juste un problème de rectification de liste électorale, que ce n'était pas un problème de radiation, d'inscription, c'est un problème de fiabilité globale de la liste. Quand vous avez 6,2 millions de personnes qui sont inscrites indûment, en tout cas qui ne remplissent pas aux règles d'inscription, c'est systémique. C'est systémique, c'est des irrégularités qui mettent en cause toute la fiabilité du processus. Donc ça, il faut le revoir. Alors oui, vous avez raison, il est arrivé à Paris pour participer à un colloque très important au Sénat, au cours duquel il va discuter des enjeux de l'Afrique avec Moussa Mara du Mali, Martin Ziguélé de Centrafrique, Albert Pahimi Padaké du Tchad. Et à son arrivée à Paris, il a été pris à partie à l'aéroport par quelqu'un qui lui a dit quand ça va arriver, il ne faudra pas venir vous cacher en France. Quand ça va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, ce quand ça va arriver? C'est une pression psychologique sur sa personne que moi je dénonce et que je trouve très préjudiciable et très inquiétante, encore une fois. En tout cas, il n'y a pas eu de mal. Absolument aucun mal. C'est juste une pression morale, psychologique. Ça ne se fait pas de la part d'un pays qui est une démocratie, normalement, en tout cas, qui se présente comme Ce telle. sont des individus isolés, il faut dire. On va dire ça. On va dire ça. On va dire ça. Oui. Je voulais terminer en disant c'est vrai que tout ce qui se passe là, ça occulte les vrais problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Tidjane Thiam le problème du PDCI, etc. Le vrai problème, c'est la CEI. La commission électorale. Voilà, la commission électorale indépendante. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on refait un recensement électoral en 2025. Mais à chaque élection, la question se pose, c'est quand même incroyable. Non, mais justement, c'est par rapport à cela qu'on parle de la CEI, parce qu'il est dit que tous les ans, on doit faire le recensement électoral. Oui. En 2025, on ne l'a pas encore fait. Alors que le budget a été déjà voté. Et même les années où ça n'a pas été fait, il y a eu déjà le budget. Oui. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, alors qu'on a le temps, puisque les RE se font, la révision de la liste électorale, ça s'est fait en 2025, en juin. Et en octobre, on est parti aux élections. Il y a aussi la liste, voilà, il faut aussi auditer la liste électorale, comme on le souligne, c'est truffé d'irrégularités. Donc l'audit de cette liste électorale peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et j'ai terminé en disant qu'il faut aussi qu'on pacifie, on apaise l'environnement électoral. Il faut apaiser. Parce qu'il y a des gros calibres qui ne sont pas sur la liste électorale. Comme Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, comme le ministre Charles Blé Goudé, comme le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président de l'Assemblée nationale. On en a parlé ici il y a 2 semaines. Oui. Voilà, Soro Guillaume, il n'est pas sur la liste électorale. Alors on attend... Enfin, je dis, il y a des raisons objectives. On attend du président de la République. En tout cas juridique pour cela. On attend le président de la République qu'il fasse, comment on appelle ça, un geste d'apaisement. Un geste politique. Un geste politique d'apaisement. Oui. Comme ce qui a été bénéfique, comme le geste dont il a bénéficié le 16 juillet, non pas le 16 juillet, dont il a bénéficié le 5, en 2005. Le 5 Vous allez exhumer des souvenirs. Non. Oui, mais c'est ça. Le 5 juillet. Non, c'est pas flou. C'était le 5 avril, pardon. Je vous dis le 6 avril. La comparaison n'est pas raison. Non, le 5 avril 2005, à Pretoria. Il a été, par la volonté de Laurent Gbagbo, au bénéfice de l'article 48 de la Constitution, il n'avait pas été condamné.
Non, vous ne savez pas pourquoi. Oui, parce que non, mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Non, c'est exactement la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. Parce que la même histoire, je vous dis, il n'a pas été condamné. C'est un sujet à part entière, mais il n'était pas condamné. On était mais on est dans la situation où tout le monde dénie la présence sur la liste électorale. On était en plein dans le climat délétère de l'ivoirité à l'époque. Vous le savez très bien. C'est pour cela que c'est ça qui alimentait le conflit à l'époque. Monsieur Lalpo, je reconnais que vous avez une certaine connaissance des problèmes africains. Par contre, il faut savoir que ne pas être inscrit sur la liste électorale, dénier la possibilité d'être candidat, c'est la même chose qu'on soit en 1906 ou en 2005. Ce qu'on retient en tout cas de votre propos, c'est qu'il faut apaiser l'environnement électoral. Voilà. Et ça, il faut le faire. Par tout moyen possible. Ça, c'est le président qui peut le faire. Rapidement. Alors oui, rapidement, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, tout ce qui se passe au sein du PDCI-RDA a tendance à occulter effectivement le reste de la situation politique générale globale de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si Billon est candidat du PDCI, mais il n'a pas prononcé le nom d'ailleurs. Non, c'est pourquoi je le prononce. Voilà, je le prononce volontairement, Billon, parce que lui, il a dit électron libre. Alors on verra. On parlait d'électron libre, de mains invisibles. Exactement. Voilà. Sauf que lui aussi, il était presque dans la même situation que Tidjane Thiam, binationalité, voilà. Il a aussi renoncé à sa nationalité. Exactement, tout récemment. Donc, voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est une chose. La seconde, effectivement, c'est sur ce climat. J'ai lu le texte de Monseigneur Yao Kwasi, qui a... Quadio, qui a fait au nom de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, justement une lettre dans laquelle, prenant position en tant que président de cette commission-là de l'épiscopat ivoirien, et comme il n'a pas sa langue dans sa poche, l'évêque de Daloa, il a dit toute une série de choses. La question de la CEI, ça n'est pas normal. Il n'a pas confiance du tout en la CEI et aux listes qui ont été publiées. Deux, effectivement, la question de ces autres candidats qui ne sont pas graciés ou qui ne sont pas amnistiés, et donc ça n'est pas normal. Et puis il est allé dans le sens justement de l'apaisement pour dire oui, il faut qu'on retrouve cette sérénité-là. Ce qu'il a déploré aussi, c'est le fait que, évidemment, les militants de base suivent un peu comme des moutons leurs dirigeants, et ça a causé quand même par le passé beaucoup de morts inutiles, et que donc justement il faudrait aller vers ce climat d'apaisement. De toute façon, d'ici à la fin du mois, il va faire encore une autre communication là-dessus pour préciser de manière très claire la position de l'épiscopat ivoirien. Comme quoi, quand on ne peut rien faire, on est obligé de se référer à Dieu. N'est-ce pas? Ouais. Moi, je vais juste demander aux militants ou bien à la direction du PDCI RDA d'être très catégorique en disant que Tidjane Thiam sera le plan A, le plan B, le plan C et le plan D. Parce qu'on peut toujours avoir des surprises et mieux vaut avoir un plan B que ne pas en avoir. De quelle nature? C'est pas moi qui pose les questions, mais... Ouais. Non, c'est juste... Mais c'est pour la compréhension de ce qu'il dit. Débat entre... Ah non, c'est très simple, non. C'est juste un constat, parce qu'il a été question que le PDCI RDA n'a qu'un seul candidat, c'est M. Tidjane Thiam. Donc moi, je dis, attention, il ne faut pas être catégorique, il faut travailler à avoir, au pire des cas, un point de chute, un éventuel plan B ou C, parce que nous sommes en Afrique, il y aura toujours des surprises, et on va toujours de surprise en surprise. Là où, depuis le début, l'opposition a raté le coche, c'est par rapport à la révision des listes électorales. Ça, c'est un tendon d'Achille au niveau de la Côte d'Ivoire, et chaque année, le même problème se pose. Et quand le pouvoir a la latitude de confectionner cette liste électorale, c'est sûr qu'on n'organise pas, comme disait l'autre, des élections pour les perdre. L'autre aspect, c'est important également, que tout le monde joue le jeu, qu'il y ait un apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. C'est hyper important. Maintenant, comment le faire? Est-ce que c'est en permettant à tous ces supposés poids lourds de participer à cette élection présidentielle
et d'escamoter également la loi parce que certains ont eu des condamnations. Et donc, est-ce qu'on va plier le bras de la justice pour que ces personnes puissent participer à cette élection? C'est un point d'interrogation. C'est un point à apprécier. Et la dernière chose, il faut impérativement éviter le regain de ce nationalisme identitaire, parce que le Côte d'Ivoire en a déjà payé un prix fort. Il ne faudrait pas qu'on retourne dans cette situation. Et c'est hyper important. Et n'oublions pas qu'au niveau de la zone UMOA, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et par rapport à la géopolitique sous-régionale, la Côte d'Ivoire a un rôle important à jouer. Merci. Ça pourrait être ta conclusion d'ailleurs. Non, mais c'est vous qui allez conclure. Ouais, ce sujet, on va passer à un autre sujet. Oui, d'accord, mais moi je pense effectivement que pour apaiser vraiment le climat en Côte d'Ivoire, qu'Alassane Dramane Ouattara ne se représente pas, parce que ça fait quand même beaucoup. Et puis il est âgé. Vous voyez, tous ceux de son âge, parce que les trois historiques, 34, 42, 45, Laurent Gbagbo, ils ont quand même fait tout le tour de l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc ils peuvent laisser la place aux jeunes qui arrivent. Je pense que ça serait aussi de la part de Alassane Dramane Ouattara, de la sagesse de dire je ne vais pas. Alors peut-être qu'il ne veut pas le faire maintenant pour son parti. Mais ce n'est pas encore prononcé en tout cas. Exactement. Oui. Mais vous souhaitez que je le souhaite. C'est très clair. Moi je peux le dire, comme vous m'avez demandé. Dites votre phrase, ensuite on va aller. Juste qu'il sache sortir par le haut. Oui, voilà. Exactement. Écoutez, c'est bref, pour c'est le précis. bien, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qu'il sorte par le haut. D'un mot, Je voudrais demander en conclusion. Alors que le président Alassane soit candidat, que pour un 4e mandat, déjà nous on a contesté le 3e mandat qu'on a jugé anticonstitutionnel, qu'il soit candidat pour un 4e mandat, qu'il soit candidat pour autre chose. Nous, ce n'est pas ça qui nous préoccupe actuellement. On veut des élections inclusives. On veut des élections apaisées et transparentes. Et des élections qui remplissent les critères, c'est-à-dire qu'on révise les points qui peuvent être des points d'achoppement. Si c'est fait tranquillement, on dit Alassane, il a la grande majorité des députés, des maires et des régions. Pourquoi ne veut-il pas qu'on révise la liste électorale, qu'on fasse une RLE en 2025, en juin? Pourquoi ne veut-il pas qu'on fasse de telle sorte qu'on puisse atteindre le critère des 40%, qui est la norme qui équivaudrait à 12 millions de votants? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose, alors que les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que nous arrivions, M. Laloupo, et ça c'est important. Tout ce que nous préparons, si nous avons une période préélectorale qui est complètement bâclée, on va forcément aboutir à une période électorale et post-électorale qui sera complètement à problème. Donc pour éviter ce que nous avons connu, pour éviter tout ce qu'il y a, nous demandons que M. Alassane Ouattara ait la sagesse soit habité par la sagesse. Je sais qu'il est très sage et qu'il pense à la Côte d'Ivoire, mais surtout qu'il pense aux Ivoiriens qui ont beaucoup souffert. Les gens qui dorment, qu'on expulse de leur concession, les gens dont on casse les maisons, les gens qui ne vont pas à l'école, les crises les syndicalistes qui sont emprisonnés, tout ça, les emprisonnements arbitraires, il faut qu'il arrête. La liste électorale, machin, donc c'est ça, c'est à ce prix-là qu'on va avoir la paix tranquillement et qu'on va aller aux élections en octobre 2025 et que celui qui aura été élu sera le président de la Côte d'Ivoire, comme dans les pays de la sous-région. C'est ce que je voulais dire. On reste justement, merci beaucoup, on reste dans la sous-région, on va passer à un deuxième sujet, avec les fâcheuses turbulences entre l'Algérie et les pays de la Confédération des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. Alors, tout a commencé ce 1er avril avec la destruction d'un drone malien par la défense algérienne. Et pour les autorités maliennes, ce drone aurait été abattu au-dessus de leur territoire, alors que l'Algérie dénonce une violation de son espace aérien. Conséquence, les 3 pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, ont décidé ce 6 avril de rappeler leurs ambassadeurs respectifs d'Algérie. Et en retour, l'Algérie a appliqué ce qu'on appelle le principe de réciprocité en faisant de même pour ses ambassadeurs avant de fermer son espace aérien au vol en direction et en provenance du Mali. Ben Yassi, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette montée des tensions entre l'Algérie et les pays de l'AES? Il faut dire que depuis quelque temps, on a assisté à une dégradation continue des relations entre singulièrement l'Algérie et le Mali, et plus généralement entre les pays de l'AES et l'Algérie.
Effectivement, il y a de quoi s'inquiéter parce que ça concernait un seul pays et par solidarité, les autres ont agi au niveau de l'Alliance des États du Sahel. C'est très préoccupant cette situation parce qu'il y a eu des rappels d'ambassadeurs avec le principe de réciprocité. On a vu que également l'Algérie a fermé ses frontières terrestres aériennes par rapport au Mali. Et n'oublions pas que l'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant dans la zone en tant que médiateur, en tant que facilitateur, en tant que pays hôte. On se souvient des accords d'Alger entre le Mali et les mouvements Touareg. C'était important. Des accords désormais caducs. Hein, par la volonté de la junte au pouvoir au Mali. Effectivement. Et donc, est-ce que cette situation n'est pas à l'origine de ce que nous vivons présentement? Parce qu'un grand pays comme l'Algérie, qui a toujours eu une prépondérance dans la zone en réglant pas mal de situations, et également par rapport aux populations qui vivent d'une frontière à l'autre, qui ont la possibilité, bon, c'est toujours les mêmes populations, les mêmes familles qui vivent de part et d'autre. Et à un moment donné, on a soupçonné même l'Algérie d'être le parrain de certains de ces mouvements. Bon, ça restait à prouver. Et avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel, à un moment donné, l'Algérie a perdu de son pouvoir d'influence sur la zone. Est-ce que maintenant c'est cette situation qui a fait que l'Algérie a voulu faire une sorte de piqûre de rappel à ces États, et principalement le Mali et le Niger? Est-ce que c'est également un signal envoyé à son allié qui est la Fédération de Russie en lui disant que bon voilà, c'est bien beau d'avoir... Ça fait quelque temps que l'Algérie se plaignait justement de la présence de Wagner au Mali. Hein. Oui, donc... et Moscou est très sensible d'ailleurs aux revendications algériennes. Effectivement, est-ce une sorte de ligne jaune qui a été adressée à la Fédération de Russie en lui disant que bon, c'est une ligne à ne pas franchir? Et on note parallèlement à tout ça également un renforcement de la base militaire sud de l'Algérie et qui fait focus sur le Maroc. Oui. Donc il y a une tension qui est là et qui est préoccupante, et j'espère qu'on aura la sagesse de trouver des solutions, parce que s'il y a une déflagration au Niger, il y aura des conséquences. Ah ben oui. Il faut dire que ça fait depuis quelque temps, le Mali reproche à l'Algérie une certaine bienveillance supposée de l'Algérie vis-à-vis des rebelles Touareg, de Kidal notamment. Effectivement, pas plus tard qu'hier. De l'Azawad. Oui. Et on se souvient en septembre dernier, d'ailleurs, celui qui est aujourd'hui le Premier ministre du Mali avait vertement apostrophé le ministre des Affaires étrangères algérien, en reprochant à l'Algérie en fait d'héberger sur son sol, d'offrir le gîte, le couvert aux rebelles Touareg. Donc voilà, il y a quand même tout cela évidemment en arrière-plan de la montée de tension actuelle. Et ça a été confirmé par une série de photos officielles, pas plus tard qu'il y a 2 jours, montrant un des leaders. En tout cas, il y a une bataille de communiqués. Oui. En tout cas, il y a une photo qui circule montrant un leader Touareg avec l'actuel ministre des Affaires étrangères algérien dans un aéronef officiel de l'Algérie. Alors, il faut dire que voilà, tout ça, le climat est devenu très, très, très tendu. Délétère. Et tous les codes diplomatiques sont pulvérisés. Pulvérisés. Ben oui, parce que bon, je vais vous donner un exemple, enfin un extrait du communiqué de l'Algérie suite au rappel des ambassadeurs des pays de l'AES. Juste un extrait. Alors, le gouvernement algérien a pris connaissance avec un sentiment de grande consternation du communiqué du gouvernement malien de la transition ainsi que de celui émanant du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Par son communiqué, le gouvernement de la transition du Mali porte de graves accusations contre l'Algérie. En dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale de l'insécurité, de l'instabilité, de la désolation et du dénuement. Et un peu plus loin dans le communiqué, l'Algérie qualifie le pays de l'AES de clique institutionnelle. Inconstitutionnel. De clique institutionnelle, voilà. C'est une variante de putschiste, quoi. C'est extraordinaire, ce terme de clique inconstitutionnel. Bon, mais absolument. Ça monte quand même très, très, très haut dans les tours. Tous les codes diplomatiques sont pulvérisés, vous avez raison. Je pense quand même que le Mali n'a pas intérêt à faire ça, en fait.
parce que l'Algérie est effectivement un pays qui a été médiateur dans le passé. C'est des voisins communs, directs. Ils ont de très grandes frontières en commun. Il y a eu l'accord d'Alger, vous l'avez dit. Et puis, l'Algérie a développé quand même une vraie expertise depuis les années 90 dans la lutte contre le djihadisme. Elle a aujourd'hui des résultats en termes de renseignement, en termes militaires. Elle peut aider. Elle peut aider le Mali. Donc, pourquoi cette confrontation ? Eh bien, parce que rien ne va et qu'on est dans une stratégie de bouc émissaire. Parce que rien ne va dans les 3 pays de l'AES. Oui. C'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour le Niger, où il y a des attentats tous les jours, où je crois qu'il y a eu autour de 170 morts depuis le début de l'année, ce qui est quand même juste énorme. 179 morts. Excusez-moi, voilà le chiffre exact. 12 prises d'otages. Donc c'est un échec absolu. Et face à ça, il faut trouver des boucs émissaires. Donc le bouc émissaire, c'est la France. Allez, on la chasse. Le bouc émissaire, c'est la CEDEAO. On en sort. Le bouc émissaire, aujourd'hui, c'est l'Algérie. Et ces 3 États, en fait, derrière cette stratégie extrêmement agressive, c'est la volonté de dissimuler à ces populations un échec flagrant. Alfred. Tu crois, hein ? Oui, je pense effectivement qu'il y a déjà le contentieux de la caducité de l'annulation de l'accord d'Alger qui avait permis de stabiliser la situation au niveau du Mali et qui avait permis effectivement quelques avancées, que Yaga Grali et tout sa clique pouvaient revenir à Kidal, et comme il y avait ce projet de partage de pouvoir aussi, que le coup d'État, le putsch, a remis en question. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que ce n'est pas seulement avec l'Algérie que le Mali a de problèmes. Il n'y a pas longtemps, le Mali a eu de problèmes avec la Mauritanie, pour les mêmes raisons, disant qu'il y avait franchissement de la frontière et que les tensions étaient montées aussi, mais vite calmées par les discussions entre les délégations. Je crois que le ministre des Affaires étrangères était parti commencer à Nouakchott, et puis ça s'est calmé. Abdoulaye Diop. C'est ça, exactement. Et l'Algérie, évidemment, comme on l'a dit, a renforcé la sécurité tout le long de sa frontière avec ces pays-là, parce qu'il y a cette instabilité qui continue, et a renforcé cela parce que justement, il y avait une forme de sécurité quand il y avait Barkhane, quand il y avait les Nations Unies, quand il y avait toutes ces forces Takuba qui étaient là pour sécuriser justement les frontières et puis lutter contre le djihadisme. Et au fond, aujourd'hui, mais la crainte aussi de l'Algérie, c'est d'être déstabilisée. Et donc, ce qui fait effectivement qu'il y a ce renfort qui est là. Mais la question du drone, alors les uns et les autres disent ça a passé ma frontière, ça n'a pas dépassé ma frontière. Ça, ce n'est que, j'allais dire, l'étincelle qui pousse justement les putschistes qui sont dans l'impasse dans les 3 pays de l'AES. Bon, les autres, par solidarité, évidemment, soutiennent le Mali, mais sur la pointe des pieds quand même pour le Niger, en particulier. Absolument. Le Burkina Faso aussi, parce qu'ils savent effectivement que l'Algérie, c'est d'abord une puissance au niveau de l'Afrique septentrionale et puis dans la frontière avec l'Afrique occidentale et puis ces pays du Sahel, comme ils ont toute une frontière commune, et que, comme Geneviève le rappelait, la question de la maîtrise de l'information, du renseignement, l'Algérie dispose. D'ailleurs, la France se remet à discuter avec l'Algérie. Pourquoi? L'un des points qui a été évoqué, c'est de dire, oui, l'échange des renseignements. Et que l'Algérie détient beaucoup à une expertise là-dessus. Et c'est un pays qui ne plaisante pas. Hein. Non, on ne plaisante pas avec l'Algérie. C'est un pays qui ne connaît que le rapport de force. Alors, puisque vous avez la parole. Se situer dans un rapport de force avec l'Algérie, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Alors, je voulais évoquer avec vous, Geneviève, justement dans ce contexte. On a vu récemment donc, la libération au Niger, début avril, d'une cinquantaine de prisonniers au Niger, parmi lesquels d'anciens ministres
du régime renversé par le coup d'État du 26 juillet 2023, un ancien ambassadeur, un journaliste, des acteurs politiques, etc. Alors, pour rien de changer, en tout cas pour le président renversé Mohamed Bazoum, toujours séquestré avec son épouse. Alors, alors, une question s'est posée au moment de cette libération, qui a été évidemment saluée par une certaine opinion, c'est que, voilà, selon le pouvoir, selon la junte nigérienne, ces personnes auraient été libérées sur recommandation des récentes assises nationales qui sont déroulées à Niamey. Moi, on s'étonne évidemment que des gens bénéficient d'une grâce alors que ils n'ont jamais, la plupart de ces personnes n'ont pas bénéficié d'un procès. Et pour certains d'ailleurs, on n'a jamais su ce qu'on leur a reproché pendant tout le temps qu'ils étaient en prison, quoi. Alors, certains ont bénéficié d'un procès, certains même ont gagné le procès, comme par exemple Ibrahim Yacouba, qui a gagné son procès, puis qui est reparti à Wallam après avoir gagné son procès. Voilà. La décision de le libérer n'a jamais été exécutoire, en fait. Bon. Et on se réjouit d'ailleurs de sa libération. Elle était ministre d'État, ministre de l'Énergie de Mohamed Bazoum. Oui, Bazoum, lui, est toujours séquestré. Il est toujours avec son épouse dans quelques mètres carrés. Donc le combat pour sa libération continue, parce que franchement, tout ça n'a pas de sens. Et pour les autres, évidemment, on se réjouit. Bien sûr. Mais bon, maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Oui. Monsieur Tchiani s'est autoproclamé président de la République pour 5 ans. Il a prêté serment. Il est devenu général d'armée. Très bien. À quoi rime le fait de conserver le président Bazoum sous cloche comme ça ? Quel est son intérêt? C'est l'intérêt de personne. Et il est évident qu'il faut maintenir une pression, si tant est qu'il y ait une pression. Enfin, en tout cas, que tous ceux qui sont susceptibles de faire pression le fassent, notamment les nouvelles autorités de l'Union africaine. Oui. Il y a une médiation qatari, dont on a entendu parler. Il y a une médiation marocaine. Donc il y a quand même des puissances régionales qui s'impliquent et on ne peut que souhaiter très très fort qu'elles y arrivent très très vite. Parce que chaque mois qui passe est quand même inquiétant en termes de santé pour quelqu'un qui est prisonnier. Enfin, est-ce qu'au bout de 20 mois, bientôt 21 mois, on sort complètement indemne? Je ne suis pas convaincue de cela. Tous les sujets de cette édition sont passionnants, évidemment, mais je suis en train de regarder l'horloge. On est en train, justement, pour le coup, de pulvériser, en fait. On pulvérise encore. Le temps qui nous est imparti. On va aller vite sur le dernier sujet. Il faut passer à libérer Bazoum. Exactement. Libérons Bazoum. Voilà, c'est le point le plus important. Oui. On libère des gens, mais Bazoum, puisqu'il n'est plus au pouvoir, il faudrait que ceux qui l'ont enlevé puissent le libérer, qu'ils puissent se vaquer à ses occupations. Tout ça n'a aucun sens. Et qu'il n'ait surtout pas d'idées, de tentatives de revenir, faire un autre coup d'État pour reprendre le pouvoir avec ses alliés. Donc, je pense que de sa santé... L'idée de Bazoum, c'est pas de faire un coup d'État. Il n'a jamais fait ça de sa vie, c'est un démocrate. Quand je parle en général... C'est pas le but de Bazoum de faire des coups d'État. Le mieux, ce serait qu'on le libère avec les autres et qu'on prenne les dispositions pour, à la limite, qu'il quitte, je ne sais pas, son pays, ou bien qu'il reste là-bas, mais en même temps qu'il reste tranquille, qu'il vive sa vie, quoi. Parce que c'est une page qu'on a tournée, d'une certaine façon. On va évoquer rapidement le troisième sujet, on n'a plus beaucoup de temps. On aura l'occasion de revenir sur cette tension en cours entre l'Algérie et les pays de l'AES. Il faut peut-être d'ailleurs penser à ce qu'un médiateur soit désigné pour rapidement éteindre cet incendie, parce que toute la région est évidemment concernée, bien entendu. Il faut aussi peut-être que les autorités de ces pays puissent calmer aussi leurs affidés, qui sur les réseaux sociaux s'enflamment et en appellent pratiquement à une confrontation, une guerre, je dirais, entre l'Algérie et les pays de l'AES, ce qui est totalement irresponsable. À ces autorités, évidemment, de faire le nécessaire. Alors, très rapidement, je me tourne vers Yassine. On va parler du Sénégal. Le Sénégal, un an après l'arrivée au pouvoir du PASTEF. Et cette question, donc, qui domine l'actualité, est-ce que les actes de revanche contre l'ancien pouvoir sont devenus la priorité de l'actuel exécutif, quoi. Je dois rappeler que il y a eu de polémiques récemment autour de l'adoption d'une loi d'amnistie qui modifiait profondément celle adoptée naguère par l'ancien président Macky Sall. Polémique évidemment sur le bilan budgétaire et financier de l'ancien pouvoir accusé par les actuels dirigeants d'avoir discrètement ruiné le pays, il faut bien le dire. Menace de poursuite donc contre l'ancien président Macky Sall. Alors tout ça évidemment dénoncé par l'opposition qui accuse le pouvoir de dérouler un programme de revanche contre ses prédécesseurs.
Alors, dites-moi, Ben, alors, au-delà évidemment de cette accusation, qu'est-ce qui a changé réellement pour les Sénégalais depuis un an? Est-ce que le changement promis par l'actuel exécutif, est-ce que ce changement est perceptible, sensible? Le Sénégalais lambda vous dira que non. Il n'y a aucun changement du point de vue... Alors vous allez répondre vite parce qu'on va bientôt... Oui, donc on va fermer l'émission. Il n'y a aucun changement notoire qui a été constaté en dehors de certaines promesses et de certains slogans et d'une envie de dénigrer l'ancien régime et principalement l'ancien président. Ce qu'on constate, c'est que les actuels tenants du pouvoir n'ont pas l'élégance d'Abdou Diouf, ils n'ont pas eu l'intelligence d'Abdoulaye Wade, encore moins le génie de Macky Sall. Est-ce que quand on parle d'un programme de revanche systématique contre l'ancien régime, est-ce que cette accusation est justifiée? Oui, c'est l'impression que les gens ont, parce que depuis un an, il n'y a aucun acte notoire qui a été posé. Des accusations de dettes cachées, des accusations de personnes qui auraient 1000 milliards sur un compte bancaire. Pas plus tard que le jour de la fête de l'indépendance, le soir, lors d'un face-à-face avec la presse, l'actuel président, il dit que je sais qu'il fait des choses. Je suis au courant. Il fait quoi? On dirait que depuis qu'ils ont créé le PASTEF, donc depuis plus de 10 ans, ils n'ont eu que Macky Sall, le président Macky Sall, comme programme. Ils l'ont combattu pour exister. Ils l'ont diabolisé pour venir au pouvoir. Et pour gouverner, ils l'accusent de tous les maux. Alors que parallèlement, et c'est ça le paradoxe, depuis qu'il a quitté le pouvoir, sur le plan international, le président Macky Sall est adulé, il gravit les échelons. Adulé, je vais non plus. Moi, c'est mon point de vue. Il est... Adulé, vous exagérez. Adulé, d'accord, il peut-être pas pour certains, mais au moins il a une certaine... En tout cas, il poursuit sa carrière internationale. Sa carrière internationale, il a été envoyé spécial et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, il a été intégré au niveau du conseil d'administration de la Fondation Mo Ibrahim. C'est ça. Donc il est en train d'avoir une sorte de aura internationale. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a 2 possibilités qui s'offrent à lui présentement, qu'on le veuille ou pas. Soit en 2029, il peut faire revenir son parti au pouvoir, avec tout ce que ça demande comme organisation et surtout de faire fonctionner les mécanismes de la démocratie interne, parce qu'il y a certaines personnes sur lesquelles la population avait une mauvaise perception. Il ne faut pas que ces personnes soient reconduites au niveau de certaines instances du parti, parce que ça va reproduire les mêmes effets. Et de l'autre côté, soit il a cette possibilité, l'autre possibilité, c'est d'avoir une carrière internationale. Et pourquoi pas le poste de secrétaire général de l'ONU. C'est des perspectives qui s'ouvrent à lui et qui seront bénéfiques pour le Sénégal. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est un fils du Sénégal. Tout ce qui va se projeter... Je vous sens glisser doucement vers le militantisme actif. Il est adulé et tout ça. En quelques secondes, deux mots de conclusion sur le Sénégal. En quelques secondes. D'abord, j'allais dire, le SOPI, c'est Abdoulaye Wade. Donc, on ne le voit pas avec le PASTEF aujourd'hui. Je pense que le plus gros problème du PASTEF aujourd'hui, c'est Sonko, qui est justement dans cette logique de revanche, qui surveille tout le monde, même le président de la République, qui veut tout savoir pour tout contrôler, parce que pour lui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était un plan B. Donc, pour lui, malheureusement, il est devenu le plan A. Et donc, il y a ça au cœur, justement, de tout ce qui se passe pour le moment. Dernière chose, je pense qu'ils ont manqué l'élégance de Macky Sall. Depuis que Macky Sall a quitté le pouvoir, qu'il a été battu,
on ne l'a pas entendu dire un mot contre ses successeurs au pouvoir. Ce qui a été la règle d'ailleurs des anciens présidents sénégalais. Absolument. C'est une vieille tradition. Oui. Alors, pas beaucoup de changements, mais c'était quand même un peu normal parce qu'il n'y a pas eu de majorité pendant très longtemps. Donc ça, on peut aussi l'expliquer comme ça. Après, oui, moi aussi, je sens cette volonté de revanche. J'ai une pensée pour Barthélémy Diaz, quand même, qui est vraiment l'objet d'une espèce de bronca permanente. Enfin bon, ce n'est pas normal. Il a perdu son mandat de député. Il sera peut-être demain plus maire. Il est de Dakar, pardon, lui reproche une mise à l'écart du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Tout ça, c'est pas normal. C'est la difficulté qu'a le PASTEF et qui a surtout Ousmane Sonko de passer de la posture d'opposant à celle de dirigeant, à celle en l'occurrence de Premier ministre, qui implique de se montrer unitaire. Exactement. Il faut être unitaire quand on a conquis le pouvoir et ça, ils ne savent pas faire pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. On peut aussi dire qu'au niveau du Sénégal, les gens ont plutôt tendance à opposer Sonko à Diomaye Faye. Parce qu'ils pensent qu'en les opposant, on peut arriver à créer le doute dans l'esprit des Sénégalais quant à ce qui est de la gestion du pays aussi. Parce Vous pensez qu'on les oppose Non, mais non. Dans les, pour l'instant, ça tient entre eux. Oui, ça tient entre eux, mais on tente. Depuis les gens cherchent à les opposer pour qu'il y ait une crise entre. Ben vous dit non, c'est pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, non, là, c'est la fin de l'émission. Oui, c'est la fin de l'émission. Je vous sens parti pour une démonstration. Non, pas une démonstration. Juste ce qu'on constate et qui est déplorable, c'est que le Premier ministre. On a l'impression que c'est lui qui a été élu au suffrage universel, c'est lui qui détermine la politique de la nation, c'est lui qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires, alors que c'est une prérogative du président de la République. Donc c'est pourquoi, une fois ici, je l'avais dit, c'était pas bienvenu que le président de la République soit un subalterne politique de son Premier ministre, et on le voit les conséquences. C'est l'anomalie qu'on observe depuis quelques temps à la tête du Sénégal. J'allais conclure, mais comme vous êtes parti sur le Sénégal, donc vous reviendrez. Non, mais je vais revenir. Vous reviendrez. Vous dire rapidement. On verra si vos prévisions se confirment. La paix en Côte d'Ivoire, on veut des élections apaisées, des élections transparentes, et surtout qu'on libère les prisonniers politiques. Et je vais terminer par le petit jeune qui a suffisamment payé, qui s'appelle Macron Ier, qui est emprisonné depuis quelque temps. Il a suffisamment payé, on peut le libérer, même s'il a commis des bêtises. Je vous remercie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Yodé Adama Diomandé. Merci, un membre du bureau politique, délégué général du PDCI RDA, Paris-Yvelines. Mais bon, évidemment, vous êtes très impliqué dans la vie quotidienne du parti en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Sur le terrain, j'allais dire. Tout à fait. Geneviève Gantiglia, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. À très vite. Merci Alfred. Merci, le plaisir a été pour moi de revoir. Ce sont des plaisanteries particulières et privées de coulisses d'émissions. Voilà. Merci à toute l'équipe qui nous soutient pour ces émissions. Merci à Moustapha Kanté et à Romain Clicquot-Demecq qui réalise ces émissions chaque semaine. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.